je voulais faire. Maintenant, je vais répondre à la critique de Radim Ndiaye, puisque beaucoup de personnes ont insisté. Ils voulaient que j'apporte une réponse. Alors, la semaine dernière, lors de la conférence sur Cheikh Anta Diop et la question des religions en Afrique, des intellectuels musulmans, chrétiens et zambéistes se sont réunis pour discuter ensemble de la proposition de Cheikh Anta Diop en faveur d'une coexistence pacifique des religions en Afrique. Alors, lorsque Radim Ndiaye est intervenu, au lieu de nous dire son point de vue sur la solution que Diop propose pour éviter une guerre des religions en Afrique, Karim Ndiaye a préféré étaler sa connaissance de l'œuvre de Cheikh Anta Diop et nous donner une leçon sur la bonne manière de lire Cheikh Anta Diop. Dans cette volonté de nous donner des leçons, il a montré malheureusement que c'est plutôt lui qui a besoin de recevoir une leçon sur la manière correcte de lire Cheikh Anta Diop. C'est ce que confirme en tout cas sa lecture de ce que Diop aurait dit sur la religion africaine ancestrale, sur le système africain de l'initiation et sur les raisons du succès de l'islam dans le Sahel. Mais le plus grave est que, contre toute attente, Radim Ndiaye s'est lancé dans une critique contre l'identité culturelle africaine à travers une argumentation qui vise à dénigrer la religion africaine ancestrale et le système africain de l'initiation. Une argumentation qui visait aussi à soutenir que, historiquement, le succès de l'islam en Afrique s'explique par la supériorité de l'islam sur ce qu'il appelle les cultes traditionnels. Alors, on a été surpris par cette attitude, non pas parce que Radim Ndiaye a adopté un discours critique, mais parce que dans sa critique, il s'est abrité derrière l'autorité de Cheikh Anta Diop pour faire dire à Cheikh Anta Diop ce que Cheikh Anta Diop n'a jamais dit. Alors, soit il était de bonne foi et cela signifie seulement qu'il a mal lu ou mal compris Cheikh Anta Diop, soit il était de mauvaise foi et alors cela signifie qu'il était venu pour faire de la propagande idéologique. Propagande idéologique, car il avait tendance à faire dire aux faits ce que les faits ne disent pas. De ce point de vue, les jeunes du mouvement Carbone 14 qui étudient l'œuvre de Diop à travers le livre de Karim doivent être prudents. Si nous tenons à répondre à la critique de Karim aujourd'hui, c'est simplement pour protéger la jeunesse africaine de confession musulmane des discours des idéologues islamiques qui peuvent venir vers eux. Nous allons montrer ici, d'une part, que Karim n'a pas la formation intellectuelle suffisante pour comprendre les thèses de Cheikh Anta Diop, et d'autre part, qu'il a bien lu Cheikh Anta Diop, mais il a lu avec les lunettes d'un idéologue islamique. Alors, quand je dis qu'il n'a pas la formation intellectuelle nécessaire, c'est parce que pour démontrer que Diop est un évolutionniste sur le terrain des sciences sociales, Karim donne comme exemple ce que Diop a dit sur le terrain des sciences exactes, à savoir, selon Diop, que la nature ne revient pas une deuxième fois là où elle a déjà accompli son œuvre. Alors, Karim, en fait, ignore que si sur le terrain de la paléontologie, Diop est évolutionniste, c'est parce que les données de la paléontologie obligent à être évolutionniste. Karim ignore aussi que sur le terrain des sciences sociales, Diop n'est pas évolutionniste, mais alors pas du tout, car les données des sciences sociales infirment l'évolutionnisme. C'est le cas, par exemple, au sujet du matriarcat et du patriarcat. Contrairement aux anthropologues évolutionnistes qui soutiennent que l'humanité est passée du matriarcat au patriarcat par évolutionnisme social, Cheikh Anta Diop conteste cette thèse et démontre qu'il n'y a pas eu évolution d'un système vers l'autre. En fait, Karim ne sait pas faire la différence entre évolutionnisme en sciences de la nature et évolutionnisme en sciences de la société. Il a donc tort de vouloir attribuer à Cheikh Anta Diop l'idée selon laquelle l'évolutionnisme social invite à se détacher du culte des ancêtres. Sur cette question du culte des ancêtres, justement, Karim a lu Diop avec les lunettes d'un idéologue islamique, comme l'atteste son idée selon laquelle, pour Cheikh Anta Diop, le culte des ancêtres est un facteur de régression. Quel scandale! Cheikh Anta Diop a dû se retourner dans sa tombe.
Pour faire la démonstration de ce qu'il avance, Karim nous dit que Cheikh Anta Diop a illustré cette idée en prenant comme exemple le culte des ancêtres chez les Grecs. Mais Karim ne s'est pas demandé pourquoi Diop n'a pas pris comme exemple le culte africain des ancêtres. Nous nous demandons pourquoi Karim veut projeter sur le culte africain des ancêtres les défauts du culte des ancêtres chez les Grecs. Et même en ce qui concerne le culte des ancêtres chez les Grecs, Cheikh Anta Diop n'a jamais dit que ce culte y a été un facteur de régression. Qu'est-ce que Diop a dit? Diop a dit qu'en Grèce, le culte des ancêtres a empêché la formation d'un État à large assise territoriale, c'est-à-dire un État qui comporte plus d'une ville, car dans la métaphysique grecque, la notion d'ancêtre commun entre plusieurs villes était inconcevable. Une ville ne pouvait pas rendre hommage aux ancêtres d'une autre ville. Donc déjà, Karim ment quand il soutient que Diop a dit qu'en Grèce, le culte des ancêtres avait été un facteur de régression. Mais peut-être que Karim ne sait pas ce que veut dire régression. Rappelons à Karim que rien n'autorise à faire... Karim, c'est Khadim. Khadim, et non Karim. Merci Awa, c'est vrai. Rappelons à Khadim que rien n'autorise à faire un rapprochement entre le culte des ancêtres chez les Grecs et le culte des ancêtres chez les Africains. Qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne l'Afrique ancienne? En Afrique ancienne, et là, je m'adresse aux jeunes, vous allez voir qu'en Afrique ancienne, le culte des ancêtres a été un facteur de progrès. D'abord, il a été un facteur favorable à la construction d'un État qui regroupe plusieurs villes. Dans la métaphysique du culte africain des ancêtres, on a inventé la notion d'ancêtre commun, commun au lignage d'un même village, puis d'ancêtre commun à l'ensemble des villes et régions que constitue l'État. C'est ainsi qu'en Égypte ancienne, chaque lignage rendait un culte à son propre ancêtre. Mais l'ensemble des lignages d'une ville rendait un culte à l'ancêtre fondateur de la ville. Et toutes les villes qui se trouvaient au sein d'un homme rendaient un culte à l'ancêtre fondateur du homme, et tous les noms membres de l'État rendaient un culte aux ancêtres fondateurs de l'État. Ancêtres fondateurs qui sont les Thoth, Horus, Osiris et Isis. Tous les lignages en Égypte leur rendaient hommage en tant qu'ancêtres fondateurs de l'État. Donc, par conséquent, vous comprenez maintenant que ce que certains appellent le polythéisme égyptien, il n'y a pas de polythéisme en Égypte ancienne, c'est le pluralisme ancestral. Quand les Égyptiens prient Thoth, Osiris, etc., ils prient leurs ancêtres, c'est le pluralisme ancestral. Le culte des ancêtres a été aussi en Afrique un facteur de progrès dans la mesure où il rendait impossible, et ça c'est très important, il rendait impossible le droit de conquête territoriale et toute pratique de prosélytisme. Le prosélytisme était impossible, pourquoi? Mais parce que quel sens y a-t-il d'imposer aux autres familles de rendre un culte à ses propres ancêtres, à tes propres ancêtres? Tes propres ancêtres eux-mêmes le refuseraient. D'accord? Donc le polythéisme n'était pas possible. Un droit de conquête impossible, car dans la métaphysique ancestrale, la terre foncière n'est fertile que si elle est cultivée par les descendants du premier occupant. Ça, il faut le savoir, il faut connaître l'histoire africaine. Si vous ne connaissez pas l'histoire africaine, vous ne pouvez pas vous prononcer sur certaines choses. Donc, je disais que dans la métaphysique ancestrale, la terre foncière n'est fertile que si elle est cultivée par les descendants du premier occupant. C'est pourquoi tous les groupes d'immigrants sollicitaient l'union matrimoniale avec les autochtones afin d'entrer dans leur parenté et pouvoir ainsi cultiver la terre. Prenons enfin l'idée de Karim, de Radim, selon laquelle historiquement le succès de l'islam s'explique par sa supériorité métaphysique et rationnelle sur le culte des ancêtres. Attention Radim, attention Radim. Diop ne dit pas que l'islam a triomphé de la religion ancestrale à cause de sa supériorité rationaliste. Cheikh Anta Diop dit que l'islam a triomphé du culte des ancêtres au XVIIIe siècle
au moment où ce culte était devenu un fatras de forme vide qui n'était plus de taille à rivaliser avec l'islam sur le plan moral et rationnel. Diop dit donc que cette religion n'était plus de taille. Cela signifie qu'avant, elle avait été de taille. Il faut faire très attention aux mots. Cher a dit, elle n'était plus de taille. Ça signifie qu'avant le XVIIIe siècle, elle avait été de taille. Et Dieu seul sait qu'elle avait été de taille au Ouagadougou. Elle avait été de taille au Mandé. Elle avait été de taille au Songhai. Dans ces trois royaumes, seule une minorité d'aristocrates s'était convertie à l'islam. Mais la majorité de la population était restée fidèle au culte des ancêtres. Donc, à cette époque-là, le culte des ancêtres était de taille à rivaliser avec l'islam. Et si finalement, au XVIIIe siècle, cette religion n'était plus de taille à rivaliser avec l'islam, c'est pourquoi? Mais c'est à cause de la violence généralisée que l'Afrique a connue au XVIIe siècle, qui l'a privé de ses maîtres à penser, qui furent tués et assassinés, car c'est eux qui organisaient la résistance contre les razzias et les djihadistes. Et si l'observation des faits de l'histoire montre qu'au XIXe siècle, les populations africaines du Sahel se tournent elles-mêmes vers l'islam, ce n'est pas en raison d'une supériorité quelconque de l'islam, mais pour une raison bien précise. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, l'Afrique est un terrain d'anarchie généralisée, d'anarchie totale. Et au XVIIIe siècle, émergent en Afrique des leaders musulmans qui tiennent un discours nouveau. Ils tiennent un discours selon lequel ils veulent rétablir l'autorité de l'État, un discours selon lequel ils ont un projet d'égalité sociale, de justice sociale. Forcément, dans ce contexte de violence généralisée, les populations africaines rurales étaient séduites par le discours de ces dirigeants musulmans. C'était un discours qui visait à rétablir la paix. Mais donc, naturellement, les populations africaines se sont tournées vers les leaders musulmans qui, en échange, ont exigé la conversion de ces populations à l'islam. Bon, je m'arrête là parce que sur la critique de Karim, je pourrais dire encore beaucoup de choses, mais cette critique montre qu'une seule chose. Karim, tu as mal lu Cheikh Anta Diop. Karim, il faut que tu relises Cheikh Anta Diop. Fais attention. Chez Cheikh Anta Diop, chaque mot compte. Et aux jeunes de Carbone 14 qui étudient Cheikh Anta Diop à travers le livre de Karim, je leur dis, faites attention. Peut-être qu'il faut étudier Cheikh Anta Diop à travers un autre livre, pas celui de Radim. Bon, je suis désolé de ce long discours, mais beaucoup de gens m'ont supplié de répondre à Radim.